Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale, africaine et internationale. Cette semaine encore, l'actualité nous conduit au cœur de sujets majeurs. Le premier nous ramène à l'une des principales richesses de notre pays, le cacao. Le lundi 16 juin dernier à Abidjan, on a accueilli le sommet de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, une rencontre stratégique entre les deux géants mondiaux du cacao qui assurent ensemble plus de 60% de la production mondiale. Au centre des discussions, plusieurs projets pour un avenir reluisant pour la filière et ses acteurs. Les discussions et les décisions qui ont été prises à Abidjan marquent-elles un tournant pour l'avenir de la filière cacao? Nous en discuterons plus loin dans ce débat. Notre deuxième sujet nous conduit au Niger. Là-bas, l'aéroport international Diori Hamani de Niamey a de nouveau été cible d'une attaque armée, une offensive qui relance les inquiétudes sur la situation sécuritaire dans le Sahel et sur la capacité des États à protéger leurs infrastructures stratégiques face à la menace terroriste toujours persistante. Que révèle cette nouvelle attaque? Quels enseignements pour le Niger et l'ensemble de la sous-région? Pour analyser ces sujets, nous recevons ce soir tout d'abord Michel Betta, journaliste, écrivain et directeur général du tabloïd Le Bélier. Bonsoir Michel Betta. Bonsoir Ahmed. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Sinclair Oula fait face à vous, il est journaliste éditorialiste à Le Panafricain. Sinclair Oula, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Eric Bayala, journaliste et chroniqueur, est également avec nous, il partage ce plateau avec nous. Bonsoir Eric Bayala. Bonsoir Ahmed. Merci de nous honorer de votre présence. Et Yacouba Sangaré, qui est rédacteur en chef adjoint du journal Le Patriote. Yacouba Sangaré, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant le débat, place au générique. On ouvre cette émission avec le sommet de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Cette rencontre a réuni les présidents du Ghana, John Dramani Mahama, et de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, avec un objectif clair, renforcer la coopération entre les deux premiers producteurs mondiaux de cacao et défendre davantage les intérêts des producteurs. Alors que les cours mondiaux du cacao ont atteint des niveaux historiques ces derniers mois, la question demeure, les producteurs bénéficieront-ils réellement de cette embellie? L'on décortique ce sujet juste après cette analyse proposée par Davis Oyo. Les présidents Alassane Ouattara du Côte d'Ivoire et John Dramani Mahama du Ghana au sommet de haut niveau sur l'initiative Cacao. Le mardi 16 juin 2026, les deux chefs d'État prennent des décisions fortes pour garantir des revenus équitables aux producteurs, mais aussi consolider un front commun face aux défis de la filière. Au nombre des décisions convenues par les deux États, harmoniser les politiques de prix marchand du cacao, garantir aux producteurs une rémunération juste et décente en les plaçant au cœur de la chaîne de valeur du cacao, renforcer la coopération scientifique, accroître la création de valeur ajoutée et élargir l'initiative Cacao Côte d'Ivoire, Ghana à d'autres pays africains. Une étape qualifiée de décisive par les observateurs pour Abidjan et Accra. Les décisions de cette 7e réunion pourront-elles mettre fin aux crises successives qui frappent la filière? Est-ce que les conclusions donneront le pouvoir aux paysans et sortiront certains de la précarité? Pour rappel, la Côte d'Ivoire et le Ghana assurent plus de 60% de la production mondiale du cacao. Retour sur le plateau du Club de la Presse. Messieurs, nous sommes dans le débat, mais bien avant d'aller plus loin, nous sommes dimanche 21 juin, c'est bien cela. C'est ça. Dimanche 21 juin, c'est une journée particulière, même si on ne le sent pas à travers la ville d'Abidjan. On s'est dit que c'est peut-être la défaite de la Côte d'Ivoire, mais est-ce que finalement on n'a pas pris l'habitude de vivre des dimanches aussi calmes ou des journées aussi calmes quand il s'agit de cet événement-là? Je vais dire la fête des pères. Moi, je souhaite en tout cas bonne fête des pères à tous les papas de Côte d'Ivoire et à travers le monde. Est-ce que vous avez un message en particulier pour vos connaissances, pour les personnes dans votre entourage qui sont pères ou futurs papas? Michel Betta. Oui, moi je dirais bonne fête des pères, surtout à nos autorités, pour l'effort qu'ils font pour maintenir la Côte d'Ivoire à ce niveau-là. Et aussi à moi-même, bonne fête. Moi-même d'abord, bonne fête des pères pour la charité bien ordonnée commence par soi. L'effort quotidien qu'on fait pour tenir nos familles respectives. Vraiment, bonne fête à moi. Sinclair Oula. Bonne fête des pères. Ce jour,
J'ai une pensée particulière au chef de mon village, mon oncle qui a été mon tuteur lors de mon cycle au secondaire, M. Touzamoin Benoît, qui est le chef du village de Guégui. Et Guégui-Zagnan, c'est dans la commune de Bangolo. Et bonne fête des pères à mon beau-père. Mon beau-père, le père à mon épouse, puisque le mien, il ne vit pas depuis 2005. Donc, à ces deux personnes qui me tiennent à cœur, je souhaite bonne fête des pères. Sangari Yakuba? Je dirais simplement bonne fête à tous les papas, ainsi que les futurs papas. Être papa, c'est une grande responsabilité. Donc, un papa mérite d'être célébré. C'est dommage que la journée passe dans l'indifférence totale. Ça passe pratiquement sous silence. Oui, sous silence, mais ce n'est pas grave. Être père, c'est déjà quelque chose d'important dans la vie. Eric Bayala? Oui, bonne fête des pères au premier des pères de la Côte d'Ivoire, son Excellence le Président Alassane Ouattara. Beaucoup de santé à lui et que vraiment Dieu lui donne une longue vie dans la santé. Mais à côté de lui, je voudrais souhaiter bonne paix à mon père qui, le 9 juin dernier, a fêté, sinon a soufflé ses 93 bougies. Et donc, je prie Dieu pour qu'il me donne également la longévité de papa. Et à côté de lui, tous mes frères et sœurs, tous mes frères, bon, qui sont des papas aussi. Et puis bon, à chacun d'entre nous sur le plateau, que Dieu continue de nous donner la force et les ressources nécessaires, de sorte à ce que le grenier familial continue toujours d'avoir de quoi nourrir nos différentes familles, parce qu'il n'y a rien de tel quand un père arrive à pourvoir aux besoins de sa famille. C'est bien cela. Alors, on souhaitera à tous les papas de réussir leur mission, qui est cette mission noble d'être papa. Bonne fête des pères à Davis Oyo, qui est notre reporter, également aux membres du service technique, de la réalisation, de la rédaction de RTI1 qui permettent à ce que cette émission-là puisse avoir lieu tous les dimanches, comme vous le voyez. Merci à vous aussi d'être fidèles, à notre fidèle téléspectateur, d'être fidèle à cette émission et bonne fête de père à vous aussi. Nous allons rentrer dans le débat maintenant. Nous évoquions tantôt le sommet du 16 juin à Abidjan entre le Ghana, sur l'initiative Cacao, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. La première question qu'on a envie de se poser, est-ce que ce rendez-vous stratégique pour la Côte d'Ivoire et le Ghana a produit des résultats quand même satisfaisants? Michel Betta. Oui, moi, lorsque j'ai suivi cette rencontre de haut niveau, la première question que je me suis posée, j'ai dit, nous sommes à la quatrième réforme de notre filière cacao. Parce que jusqu'ici, moi, souvent quand j'analyse cette question-là, je dis, quand on repense un peu le parcours de notre président, le président Alassane Ouattara, qui a été DGA du FMI, qui a parcouru les grandes institutions. Vous savez que la première réforme de la filière café-cacao a été ordonnée par les institutions de Bretton Woods. On a demandé de briser la caisse stable pour libéraliser la filière. Et pour moi, je me dis que le président Ouattara devait avoir des solutions idoines pour nos planteurs. Mais jusqu'ici, on est encore à des réformes et on n'a pas trouvé la meilleure méthode pour rémunérer suffisamment nos producteurs. Et ils sont encore à la traîne. Aujourd'hui, on prend une autre initiative Cacao Côte d'Ivoire, Ghana. Quand vous regardez l'initiative, il y a des volets stratégiques dans lesquels on dit, écoute, on va y mettre le différentiel de revenus décents pour les producteurs, qui est une autre imposition sur le revenu des producteurs, puisqu'il va falloir débourser $400 par tonne pour pouvoir aider les producteurs. Donc, j'arrive à la conclusion qu'on n'a pas de solution pour nos producteurs. Michel, c'est pas ça. S'il te plaît, laissez-le poursuivre, s'il vous plaît. On n'a pas de solution pour nos producteurs. On a vu en son temps, lorsqu'on faisait les réformes, on a voulu, on l'a dit, on va à terme. On va vendre les productions à terme. Et on a vu les insuffisances de cette réforme-là. Parce que lorsque les produits sont arrivés à 2800, on n'a pas pu acheter auprès des producteurs. Les producteurs sont restés avec leurs tickets sans pouvoir être vendus. Voyez-vous, on a fait tellement de réformes dans la production café-cacao et qu'on n'en arrive pas à une solution qui satisfasse nos producteurs. La pauvreté en Côte d'Ivoire, on le dit, elle est plus présente dans le monde rural. Et puis, c'est les producteurs de café et de cacao qui sont les plus touchés. On est vraiment... Moi, je ne crois pas vraiment à l'efficacité de cette nouvelle réforme-là, d'autant plus que nous sommes déjà présents à l'Organisation internationale du cacao, l'OIC.
l'organisation, nous sommes déjà présents, nous avons notre voix, Ali Touré nous représente. Là-bas, il y a non seulement il y a les acheteurs, il y a les producteurs, et tout le monde y est pour décider des différents prix du cacao. Et là-bas, on n'a pas encore trouvé de solution pour nos producteurs. Ce n'est pas cette initiative-là qui va apporter, je dis, la plus-value efficiente pour nos producteurs. Moi, je crois qu'aujourd'hui encore, on est encore dans une autre réforme et il faut en juger par l'efficacité. Mais je ne crois pas que cette efficacité-là soit efficiente pour satisfaire les producteurs de cacao. Sangaré Yacouba, parmi les décisions qui ont été prises pendant ce sommet entre la Côte d'Ivoire et le Ghana sur le cacao, on a parlé du différentiel de revenus décent que les deux pays ont défendu. Qu'est-ce que cela implique pour les producteurs, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi au Ghana? Oui, mais c'est un des grands acquis de l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana. Il faut préciser que cette initiative existe depuis 2018, avec un secrétariat qui est basé au Ghana à Accra. Donc le différentiel de revenus, c'est une taxe que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé conjointement d'imposer ça aux multinationaux et aux négociants. C'est-à-dire, sur chaque tonne de cacao vendu, les négociants et les multinationaux doivent verser aux pays producteurs une somme d'environ 200 000 francs CFA. Et cette somme est redistribuée aux producteurs pour leur permettre vraiment de résister, je vais dire d'améliorer leurs conditions de vie, leurs revenus. Parce qu'on sait aujourd'hui que dans l'industrie du chocolat, les producteurs ne touchent qu'une infime partie. Donc le DRD est un grand acquis justement de cette initiative Côte d'Ivoire-Ghana. 200 000 francs, est-ce que... Non, 200, c'est par tonne. Par tonne, 200 000 francs. Par tonne, 200 000. C'est-à-dire que si vous vendez, si vous vendez 1 million de tonnes, si vous vendez 1 million de tonnes, non, on ne lui remet pas. Faites le calcul. Donc, je pense qu'avant, ça n'existait pas du tout. Il ne faut pas faire la fine bouche. Avant, le DRD n'existait pas. C'est quand il y a eu l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana en 2018 que la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont battus pour imposer le DRD. Il faut saluer ça. C'est une progression, c'est une avancée notable. Peut-être qu'il faut se battre pour que le montant augmente, mais il ne faut pas, faut pas cracher dessus. Mais dans la rencontre d'Abidjan, moi je pense que ça participe du renforcement de cette collaboration qui existait déjà depuis 2018. Et ce qui est notable maintenant, après la rencontre d'Abidjan du 16 juin, c'est que les deux pays ont décidé d'harmoniser leurs campagnes, ce qui n'était pas le cas. On sait qu'en Côte d'Ivoire, on a deux grandes campagnes. Il y a la grande campagne qui commence en octobre, généralement, qui s'achève en mars, et la petite campagne qu'on appelle la campagne intermédiaire qui commence d'avril et qui s'achève en septembre. Maintenant, les deux pays vont décider de démarrer les campagnes au même moment. C'est un fait notable. Deuxième fait notable, ils vont décider aussi d'harmoniser le prix bord champ. Ça aussi, ça va permettre aussi d'aller sur le marché avec vraiment dans une unité d'action qui va leur permettre peut-être d'avoir une influence dans la... Ça pourra empêcher également la fuite des productions vers... Exactement, ça pourra empêcher exactement la fuite des productions parce que ce qui s'est passé, chaque pays avec sa campagne, chaque pays avec ses prix, ça faisait qu'il y avait des fuites pour aller au Ghana, au cacao. Donc ça va faire une synergie d'action. Donc je pense que ça, c'est déjà très notable qu'il faut saluer. Ils ne vont pas s'arrêter là, ils prévoient aussi de travailler aussi ensemble sur la question de la transformation locale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux, c'est sensiblement entre 30 et 40% de taux de transformation de la production locale. Ça reste un des défis. Un défi, voilà. Ça reste un vrai défi parce que aussi, dans le développement de la filière, il faut aussi qu'on passe du stade de production de matières premières à la transformation locale pour qu'on développe une vraie industrie, pour qu'on ait des revenus. Mais ça, il y a aussi un défi à ce niveau que je voulais souligner. Il faut aussi qu'on ait un marché de consommation en Afrique aussi. Malheureusement, en Afrique, on n'a pas cette tradition de consommation du chocolat. Il faut qu'on y travaille. Il faut aussi qu'on développe aussi des produits dérivés à partir du cacao. Il y a le beurre du cacao, la poudre du cacao, d'autres produits. Donc moi, je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer. Elle s'inscrit dans l'intérêt de la défense des prix des pays producteurs. Donc le fait que le Ghana et la Côte d'Ivoire qui constituent à eux deux 60% de la production du cacao mondial, c'est vraiment très, très, très judicieux que ces deux pays décident de se mettre ensemble. Et ce n'est pas tout. Ils envisagent d'associer d'autres producteurs. Parce que si vous prenez le top 5 des pays producteurs du pétrole, de cacao, il y a 4 pays africains dedans. Il n'y a que l'Équateur qui est le 3e producteur mondial qui vient juste après la Côte d'Ivoire et le Ghana. Après, tu as le Nigeria et le Cameroun. Donc si la Côte d'Ivoire et le Ghana s'unissent au Nigeria et le Cameroun, ça peut être vraiment un groupe d'influence très fort à l'image de l'OPEP, qui est aujourd'hui dans le domaine pétrolier un organisme très influent. Je pense qu'il faut saluer l'initiative qui accompagne la gestion que chaque pays fait de sa filière. Donc, je pense qu'il faut applaudir cette initiative et encourager vraiment les pays africains de le faire. Parce qu'aujourd'hui, la récente crise a montré que les défis sont immenses.
avec la chute des coûts mondiaux, les pays n'ont d'autre choix que vraiment d'unir leurs forces, surtout que ceux qui produisent l'essentiel de la production mondiale, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana. Saint-Claver Oula, comment expliquer le fait que, malgré les records enregistrés sur les marchés internationaux, les producteurs continuent de se plaindre de revenus insuffisants? Oui, mais parce que moi, j'analyse sous un angle simple. C'est parce que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois, Sangaré, c'est parce que les pays producteurs ne sont pas suffisamment unis. Les pays ne sont pas unis parce que vous êtes, on le sait tous, ce sont les multinationales dans ce domaine, dans le domaine du cacao qui aujourd'hui disposent d'un pouvoir considérable dans la fixation des prix, des coûts mondiaux. Vous voyez. Or, la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent plus de 40%. 60%, excusez-moi, 60% de la production mondiale. De la production mondiale. Et on ne peut pas produire plus de 60% de la production mondiale de cacao et puis ne pas influencer le cours, ne pas influencer la fixation des prix. Donc je pense que cette initiative Côte d'Ivoire-Ghana, elle est à saluer et elle est encouragée. Il faudrait que les pays producteurs, là, maintenant, appuient sur l'accélérateur pour avoir une certaine influence sur la fixation des prix. Et comme quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure dans le cadre de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, là-bas, ce sont ces pays-là qui influencent, qui ont un pouvoir de décision sur la fixation des prix des cours mondiaux. Donc, il faut que ce soit le même cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Ghana et après, quand les autres pays vont s'associer à la Côte d'Ivoire, ça, il faut l'encourager. Deuxièmement, et quelqu'un l'a souligné également, il faut arriver nous-mêmes à la production, à la transformation sur le plan local. Parce que, vous voyez, la Côte d'Ivoire, ce qu'elle produit, qui représente 44 moins, c'est-à-dire 40% du chocolat dans la transformation, la part que la Côte d'Ivoire en tire est très faible. Vous voyez, donc, cette initiative Ghana, Côte d'Ivoire, et un peu plus, peut-être dans quelques mois ou quelques années, moi je le souhaite d'ailleurs, il faudrait que les autres pays s'associent à la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une diplomatie du cacao sur le plan mondial, que ces pays-là mènent une diplomatie du cacao, comme je l'ai dit tantôt, l'OPEP le fait également. Et à terme, il faudrait que ce soit les paysans qui en sortent gagnants. On a vu ici la campagne 2024-2025, il y a eu une flambée historique des prix du cacao, mais les paysans continuent de se plaindre qu'ils en sont sortis moins rémunérés. Donc, il faut déjà explorer plusieurs opportunités et que cette initiative-là soit une initiative au sein de laquelle les différents pays soient vraiment sincères dans les différents projets qui ont été mis sur pied. Parce que ce qu'il ne faut pas ignorer aussi, c'est que face aux contraintes internationales, chaque pays aussi a sa stratégie nationale de commercialisation du cacao. Parce qu'en même temps, il y a une compétition qui est en jeu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui est premier producteur de cacao, à un moment donné, ne l'était pas. C'est un autre pays qui était premier producteur. Après, la Côte d'Ivoire est devenue premier. Et il y a le Ghana aussi qui suit. Donc, face aux contraintes, sur le plan international, sur le plan mondial, chaque pays aura sa stratégie nationale pour essayer de prendre le devant des choses. Eric Bayala, est-ce que finalement la transformation ne permettrait pas aux producteurs d'avoir des situations beaucoup plus réluisantes? Quand on sait que transformer le cacao a une forte valeur ajoutée, on pourrait le leur payer borchant beaucoup plus cher. N'est-ce pas la solution? Oui, mais justement, pour transformer de façon locale notre production nationale, c'est toute une politique qu'il va falloir mettre en place. Parce que après, quand vous finissez voilà, bien sûr, quand vous finissez de transformer localement, il faut avoir des débouchés. Il ne suffit pas de transformer pour que ça reste en Côte d'Ivoire. Donc, il faut avoir des débouchés qui puissent permettre donc d'absorber toute cette transformation. Maintenant, je pense que sur l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, tout à l'heure, Michel en a parlé, mais en fait, ce n'est pas une réforme en tant que telle. Ce n'est pas une réforme, c'est comme on l'a dit, une initiative. C'est un engagement
que les 2 premiers producteurs mondiaux du cacao décident de se mettre ensemble, de parler d'une seule voix et de défendre leurs intérêts ainsi que les intérêts des producteurs sur le marché qu'on appelle international. Figurez-vous que le Ghana et la Côte d'Ivoire, les deux produisent 60% de la production mondiale. Mais jusqu'à présent, ils y allaient, j'allais dire individuellement. La Côte d'Ivoire négocie son prix à travers son mécanisme de commercialisation qui est différent de celui du Ghana. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que les deux, mis ensemble, ils détiennent déjà 60% de la production mondiale. Et donc, l'objectif, c'est de parler d'une seule voix. Et comme on l'a dit, pour dire, bon, on lance ensemble la période de la campagne du cacao quand ça arrive à date. Dès l'instant où on dit la filière, sinon, comment on appelle ça, la campagne de cacao est ouverte en Côte d'Ivoire, à la même date, elle serait également ouverte au Ghana. Et donc, vous avez également la fixation du prix, c'est-à-dire que si on paye le cacao en Côte d'Ivoire à 1000 francs, le cacao sera payé quand vous allez convertir en cedi ghanéen à 1000 francs. Du coup, ça ne va plus prendre, personne ne sera tenté de sortir le cacao ici pour aller le vendre au Ghana, tout comme les Ghanéens aussi ne viendront pas vendre le cacao. Et donc ça va non seulement maîtriser, permettre à l'État de maîtriser non seulement sa production, de la proposer au même prix, c'est-à-dire les Ghanéens et les Ivoiriens ensemble sur le marché mondial. Mais à côté de ça, il y a un lobbying qui se fait. Le lobbying, c'est de permettre aux autres pays africains producteurs de cacao de venir s'ajouter à la Côte d'Ivoire et au Ghana pour donner un coffre, une consistance à cette initiative, à l'image, comme les gens l'ont dit, de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui influence les coûts mondiaux du pétrole. Et donc, si tous les pays africains producteurs de cacao se mettent ensemble, déjà les deux sont à 60%, si on a le Nigeria et le Cameroun qui s'ajoutent encore à la Côte d'Ivoire, c'est sûr que... les 80%. Forcément. Et donc là, on devient un acteur incontournable dans la fixation des prix. Parce qu'aujourd'hui, nos producteurs ne ressentent pas le besoin parce que la fixation du coût, sinon du prix du kilogramme au marché mondial, échappe aux pays producteurs du cacao. Mais si cette organisation se met en place avec d'autres opérateurs, selon d'autres pays, qui viennent donner de la consistance et du coffre à cette initiative, c'est clair qu'à l'image de l'OPEP, les producteurs de cacao vont déjà avoir à insulfer sur une économie cacaoyère qui puisse permettre non seulement à la Côte d'Ivoire et aux autres pays de fixer non seulement le prix, et ça va permettre de défendre les intérêts ainsi que les intérêts des producteurs. Mais à côté de ça, l'objectif, c'est d'améliorer la transformation locale de nos différentes productions. C'est-à-dire une politique qui puisse permettre à la Côte d'Ivoire et au Ghana de pouvoir, parce que déjà en Côte d'Ivoire, nous sommes déjà à 40% de la transformation du cacao local. Donc, c'est une ambition, c'est pas effectif. Nous sommes à 40% de la production, sinon de la transformation locale. Ça, s'il vous plaît. Mais si vous avez un autre chiffre contraire, vous me confondez. Mais voilà, justement, on a parlé d'ambition. Je ne vais pas vous faire la catéchèse sur la chose. L'ambition, c'est 50% en 2030. Nous sommes présentement à 40% de la transformation du cacao. Mettez vos archives à jour. Non, voilà, si vous en avez déjà, j'espère. Donc, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, à 40%, la Côte d'Ivoire ambitionne à transformer avec le Ghana la production locale, nationale. De sorte à ce que, comme vous l'avez dit, la valeur ajoutée se trouvant dans la transformation, on puisse avoir une bonne rémunération de nos producteurs et de trouver des débouchés qui puissent permettre d'évacuer cette transformation et puis également permettre aux producteurs d'être à l'initiative des fixations des prix sur le coût qu'on appelle sur le marché mondial du cacao. Voici donc les enjeux et les objectifs de cette initiative Café Cacao qui, il faut le noter, est une très bonne initiative qui, à partir de la déclaration de mars 2018 à Abidjan, cette initiative a été mise en place. Le siège se trouve à Accra, mais le secrétaire exécutif est un Ivoirien. C'est un peu comme la BCA où on trouve le siège à Dakar, mais ce sont les Ivoiriens qui sont gouverneurs. Donc cette initiative a pour siège qu'on appelle à Accra, mais le secrétaire exécutif est nommé par la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. Donc c'est une initiative qui fait déjà son chemin et je voudrais saluer également toutes les autorités de notre économie cacaoyère, notamment monsieur le directeur général, monsieur Yves Koné, à la tête du conseil Café Cacao, on l'a bien vu, qui avec ses équipes s'emploie résolument à donner, sinon à matérialiser la vision du chef de
l'État en ce qui concerne la campagne et la commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire. Michel Betta, les producteurs sont au cœur de cette initiative-là, puisqu'on parle de fixation de prix du cacao. Ce sont les premiers concernés pour améliorer justement leurs conditions de vie au-delà de cette initiative Côte d'Ivoire-Ghana. On a également évoqué sur ce plateau une initiative qui sera plus large en incluant possiblement le Nigeria et le Cameroun. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait permettre aux producteurs, au-delà de ce qu'on a pu évoquer déjà, d'être dans de meilleures conditions avec le cacao? On l'a dit, on l'a mille fois répété. Aujourd'hui, il y a l'Organisation internationale du cacao, qui est une organisation où se fixent les prix de cette matière première-là. Jusqu'ici, quand ces prix-là sont fixés, les producteurs ivoiriens n'ont pas les bénéfices de leur production de façon efficiente. On l'a vu, lorsque les prix sont montés jusqu'à 6 000, d'aucuns se sont évertués à dire que l'État devait porter le prix du cacao à près de 3 000 francs. On est arrivé à 2800. 2800, les cacaoculteurs n'ont pas reçu, même d'autres encore tiennent leur ticket de 2800, ils n'ont pas été achetés. Donc, vous voyez, c'est à croire que, moi je dis souvent, quand j'observe la filière cacaoyère, je dis, mais en fait même, on tâtonne. On tâtonne là où il faut donner un cachet, je dis un cachet vraiment assez consistant à cette filière-là pour que les planteurs qui sont les premiers à souffrir pour produire ce cacao-là sortent de leur situation. Aujourd'hui, justement, ces solutions, oui, lesquelles sont les solutions, proposées en fait, jusqu'à 3 000 francs du prix de cacao. Oui, non, en fait, ce qui est la première chose, c'est réduire la pénibilité de ce travail-là. Quand tu vois mais quand on voit avec les outils avec lesquels les gens travaillent le cacao aujourd'hui, faut le mécaniser. Les machettes, les dabas, on a vu une masterclass même du ministre de l'ex-ministre de l'Agriculture qui montrait comment on utilise la daba. On n'est plus, si on est au stade de la daba, de la machette, on ne peut pas améliorer les conditions de vie et de travail de nos producteurs. Donc, et ça c'est une solution. Mais ça va de soi. Mais c'est à quoi que c'est aujourd'hui on en parle. C'est à quoi que c'est maintenant on en parle. Bon, moi, je suis souvent surpris. C'est pourquoi j'ai parlé de réforme. Bayala a essayé de contredire, mais c'est une réforme. C'est une orientation stratégique. Quand on regarde, quand c'était comme ça, et puis on envoie ça comme ça, c'est une réforme. Mais ces réformes-là, je le dis aujourd'hui, pour fixer le prix, ça sera difficile que le Ghana et la Côte d'Ivoire puissent le faire. Parce qu'au niveau de l'organisation internationale, là-bas se trouvent non seulement les producteurs, nous y sommes représentés, la Côte d'Ivoire est représentant là-bas, au niveau de l'organisation internationale, la Côte d'Ivoire est représentant, les pays, les producteurs, les commerçants, les producteurs de chocolat en leur représentant. Donc ce sont ceux-là qui réunissent, fixent le prix depuis toujours. Finalement, si la Côte d'Ivoire et le Ghana parlent d'une même voix, est-ce que ça ne fera pas un poids au niveau de l'organisation? S'ils sont représentés là-bas et qu'ils n'arrivent pas à parler d'une seule voix là-bas, et c'est entre eux deux ici, ils vont parler d'une voix pour changer les choses. Est-ce que c'est pas ça le but de l'initiative? Je dis qu'en fait, on a pris trop d'initiatives et on n'a pas encore de solution. C'est ça le vrai problème. On a pris beaucoup d'initiatives et on n'a pas encore de solution. Donc, ça donne l'impression qu'on est en train de tâtonner autour du cacao et nos producteurs sont encore dans les méthodes archaïques de production, les méthodes difficiles, pénibles, au point que quand tu regardes aujourd'hui la production du cacao, tu te dis, mais on ne peut pas améliorer une production avec ces conditions-là. Ce n'est pas possible. Il faut se rendre à l'évidence. On ne va pas continuer à flatter nos producteurs en trouvant des mécanismes qui, à la fin, on va revenir encore à dire non, ce prix-là, on ne peut pas le payer et qu'il faut aller à autre chose. Bon, bref, pour dire que pour moi, aujourd'hui, les initiatives sont nombreuses, mais l'efficacité de ces initiatives-là laisse à désirer. D'accord. Sangaré, vous aviez l'air très pressé de réagir sur cette question. Dites-nous. Je vais dire d'abord qu'il ne faut pas faire beaucoup d'amalgame. Première chose qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire est l'un des pays quand même qui a mieux géré la crise cacaoyère de l'année dernière. La Côte d'Ivoire a décidé d'acheter le stock résiduel. Dans d'autres pays, le Ghana, qui est le deuxième producteur mondial, le prix a été, comment on appelle, diminué. On est passé du simple au tiers, sans qu'il y ait des mesures d'accompagnement en tant que telles. En tant que la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a décidé, pour la campagne précédente, où elle avait fixé le prix à 2800, de respecter ces prix en achetant le stock résiduel pour respecter son engagement vis-à-vis des producteurs. Et ça, c'est de la responsabilité. Je pense qu'à ce niveau, il y a la gestion. Maintenant, s'agissant des prix, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. La fixation des prix obéit à la loi de l'offre et la demande.
un moment, le prix du cacao était monté parce que la tonne était vendue sur les marchés internationaux à $12,000. Après, cette même tonne est revenue à $3,000. C'est la loi du marché. Si vous achetez un produit à 1 000 francs et que le produit, on le vend sur le marché à 500, il est clair que si vous revenez chez le fournisseur, vous ne pouvez plus l'acheter à 1 000 francs. C'est la loi du marché. Ce que la Côte d'Ivoire et le Ghana doivent faire, c'est d'être un pouvoir d'influence. Le pouvoir d'influence aussi doit tenir compte de la loi de l'offre et la demande. S'ils se mettent ensemble, et ils vont regarder le marché international. S'il y a beaucoup de cacao, ils peuvent décider d'un commun accord de proposer une certaine quantité et puis de transformer une certaine quantité. Comme ça, ils subissent moins le contre-coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun part avec la plupart des quantités de cacao sur le marché international. Et si quand les prix chutent, tout le monde paye le contre-coup. Moi, je pense qu'il faut saluer cette initiative. Parce que la précédente crise a montré aujourd'hui que quand il y a un souci au niveau des prix, quand il y a une chute drastique des prix, c'est à la fois la Côte d'Ivoire, le Ghana, la plupart des pays qui souffrent. Mais ceux qui souffrent le plus, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. Parce que le cacao, le plus gros producteur. Le plus gros producteur, le cacao représente aujourd'hui entre 10 et 15% du PIB au Ghana, près de 30% des recettes d'exportation. En Côte d'Ivoire, c'est 50% des recettes d'exportation. Donc, avec un PIB entre 10 et 15%. Donc, il est clair que ce sont ces deux pays qui subissent le contre-coup plus que d'autres pays. Donc, il est important qu'aujourd'hui, ils s'asseyent, qu'ils se mettent ensemble de renforcer cette initiative-là, qu'ils avaient commencé en 2018. Donc, moi, je pense qu'en se mettant ensemble, ils peuvent obtenir de meilleurs revenus pour les producteurs parce que là, ils auront un moyen d'influence sur le marché international. Même contrairement à la situation actuelle, ils peuvent décider, s'il y a beaucoup de cacao, de décider, comme ceux qui ont la grosse production, 60%, ils peuvent stocker ou bien ils peuvent décider que nous, il faut que cette année, le prix soit à tel montant. On a dit, avec cette initiative, ils ont pu avoir le DRD, ils peuvent négocier le DRD. Moi, je pense que c'est par ça que ça doit venir. Il y a cet aspect-là. Il est important, cette synergie d'action. Ensuite, il faut travailler au plan local sur la transformation aussi, et puis développer une économie de marché. On est en Afrique aujourd'hui, on a plus de 500 millions d'habitants. On peut développer un marché régional, un marché d'abord... Plus d'1 milliard. Oui, plus d'1 milliard d'habitants. Donc, on peut développer un marché sous-régional et puis un marché continental. Donc, ça aussi, je pense qu'en étant ensemble, avec d'autres pays producteurs, ça peut leur permettre de développer une vraie économie là, au lieu qu'on sorte de cette mécanique-là qui consiste juste à exporter. Donc, je pense qu'il faut saluer ces initiatives et il ne faut pas faire la fine bouche. La question de la gestion de la filière est très complexe parce qu'on l'a dit, les prix sont fixés justement sur le marché international, notamment à Londres et à New York. Donc, on n'a pas tous les leviers. Et pour avoir les leviers, il faut être uni, il faut être fort. Et je pense que c'est cette démarche que la Côte d'Ivoire et le Ghana sont en train d'entreprendre. Et moi, je pense, peut-être qu'on ne verra pas peut-être dans l'immédiat les effets, mais à terme, il va y avoir de bons retours pour les producteurs. Ça prendra quelques années quand même. Saint-Claver Oula, est-ce que cette initiative vous aura convaincu quant à l'avenir des producteurs oui, Côte d'Ivoire et au Ghana? Moi, je demeure optimiste, je l'ai dit tantôt. Il faudrait que les pays soient transparents entre eux-mêmes. Il faut qu'il y ait une sincérité dans les différents accords. Parce que au-delà même des bonnes intentions qui sont exprimées ici et là, les sommets, les différentes rencontres au sommet, ici et là, il faudrait que chaque pays soit objectif, soit sincère dans ce qu'il propose, dans sa collaboration avec les autres pays. Vous savez, je l'ai dit, chacun a sa politique nationale. Chacun a sa stratégie sur le plan national. Il y a, au-delà même de ce que les pays doivent se mettre ensemble, on est sur un marché qui est un marché concurrentiel. C'est-à-dire chaque pays cherche à avoir ses investisseurs, sa part des marchés, mais Sangaré l'a dit tout à l'heure, si les pays sont unis, ces pays-là peuvent décider d'influencer le marché mondial. Donc si, au-delà de la Côte d'Ivoire et du Ghana, les autres pays s'associent, mais ça sera vraiment une grande part des marchés qui sera obtenue par les producteurs de cacao. Et quand la grande part des marchés est obtenue, en retour, par derrière, c'est les producteurs qui profitent. Parce que si les pays producteurs, par exemple le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont les premiers pays producteurs de cacao, ne parlent pas d'une même
D'une même voix. D'une même voix, et que à un moment donné, quand les cours flambent, et puis après, parce qu'on a assisté en 2025, je crois, il y a eu une flambée historique, et puis après les cours ont baissé, on a vu les différents réaménagements que le gouvernement a fait, le cacao qui a été acheté aux paysans ou les tickets avaient déjà donné aux paysans. Bon, on nous a dit que c'était déjà un acquis pour ces paysans, mais en même temps, quelque part aussi, il y a du café qui sortait des zones de production qu'il fallait écouler. Donc, il y a vraiment cette différence-là qu'il y a eu, cette frustration qu'il y a eu au niveau des paysans, tandis que d'autres manifestaient déjà pour avoir un acquis, d'autres, de l'autre côté, manifestaient aussi pour que leurs revenus leur soient payés. Donc, pour que tout cela soit harmonisé, il faudrait que les pays producteurs de cacao s'associent, soient en synergie, parlent d'une même voix pour, quand ils se retrouvent face au national, ils puissent imposer leur dictat. Mais moi, je suis étonné, parce que ça existe déjà. Ils sont déjà ensemble. Oui, mais c'est pourquoi je parle de sincérité. Je vais t'expliquer ce qui change. Au-delà de la sincérité, il y a des actes qui sont posés. Des actes qui sont posés, bien sûr. Voilà. Il faut que des actes soient pris pendant ce sommet. Parce que de toutes les façons, les producteurs de ces différents pays, producteurs de cacao, sont lésés et ce n'est pas à l'avantage des différents gouvernements. C'est bien compris. Eric Bayala. Oui, mais je voulais que mon ami Michel Betta soit à l'aise. Quand il dit que les pays producteurs sont représentés dans l'Organisation internationale du cacao, mais justement, ils y sont pour le compte de chaque État. Voilà. Mais ils ne sont pas là pour défendre les intérêts communs. Donc, ce qui change, au lieu qu'au sein de cette organisation, le Ghana parle pour son compte et en son nom, qu'il en est de même pour la Côte d'Ivoire et les autres pays africains, les autres pays africains décident de parler, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana, de parler d'une même voix. Pour dire que désormais, dans cette organisation, vous ne verrez plus le représentant du Ghana défendre les intérêts ou bien faire des propositions au nom du Ghana, et vous ne verrez plus également un autre au nom de la Côte d'Ivoire défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Désormais, celui qui prendra la parole pour le compte des deux pays qui mobilisent à eux seuls 60% de la production mondiale. Et donc, ça change totalement. Ça change totalement. Donc, il ne s'agira plus pour le Ghana de négocier pour son compte ou bien pour la Côte d'Ivoire pour négocier pour son compte. Aujourd'hui, à travers cette initiative, la Côte d'Ivoire et le Ghana parleront d'une même voix. L'objectif, c'est de capter les ressources générées par la richesse de cette, comment on appelle ça, de cette vente du cacao pour non seulement les intérêts, pour les deux pays. Et donc, vous n'allez plus entendre parler du cacao ghanéen ou bien de l'initiative du cacao ivoirien. Désormais, on parlera de l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana. Cacao. Voilà, cacao. Il y a fait initiative du cacao Côte d'Ivoire. C'est la même chose pour l'OPEP. Merci. Ça va, l'OPEP parle. Mais aujourd'hui, là, de... qu'est-ce qui fait la force des pays du Golfe? Quand bien même qu'on achète le pétrole avec le dollar, on parle de pétrodollar, avec le dollar qu'on appelle américain, mais on ne peut pas fixer le prix du baril du pétrole sans que l'OPEP, l'organisation des produits exportateurs du pétrole, ne puisse dire un mot. C'est à leur avantage. En fonction de la quantité qu'ils ont, en fonction des réserves qu'ils ont, ils disent, bon, nous, pour cette année, voici au prix où on peut céder, on appelle ça notre pétrole. Mais quand les gars arrivent au marché du pétrole et que tu vois que, à part l'OPEP, ceux qui sont là, qui te proposent, ils ont des quantités vraiment insignifiantes. Donc tu es obligé de te rabattre sur les propositions faites par l'OPEP. Il en est de même avec cette initiative. La Côte d'Ivoire et le Ghana, 60%. Si on y ajoute le Cameroun et le Niger et le Nigeria, ça fait 80%. On est en 80%. Ils peuvent dire, bon, écoutez, nous, on décide que pour cette qu'on appelle campagne-là, nous vendons notre cacao à un tel prix. À 10 000 francs. Voilà, à 10 000 francs. Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas? Si vous n'êtes pas... Parce que le revers de la médaille, qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté, par exemple, en 2025, pour la campagne passée, là où le prix a augmenté, mais on a vu une surproduction des pays de l'Amérique latine qui ont produit beaucoup de cacao. Et quand ils sont venus avec leurs produits sur le marché mondial, c'est trouvé que la demande était, chose qu'on appelle, était plus importante même que l'offre. Et donc, du coup,
le prix a chuté. L'offre était plus importante. L'offre était plus importante que la demande, donc du coup, le prix a chuté. Or, aujourd'hui, si les pays qui sont les premiers producteurs se mettent ensemble, pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est partie seule, le Ghana est allé seul, du coup, personne n'a maîtrisé l'environnement de commercialisation de ces produits. On s'est retrouvé confronté à une montée de production de l'Amérique latine en termes de fèves de cacao. Donc, du coup, les premiers producteurs, comme on a dit, qui ont des parts importantes de leurs produits intérieurs bruts, ont payé le coût. Et il a fallu une bonne résilience économique de la Côte d'Ivoire menée par le président Alassane Ouattara qui a permis que le Conseil Café Cacao puisse payer le stock résiduel à plus de 250 milliards de francs CFA. Et donc ça, c'est un acte majeur qu'il faut saluer. Et donc aujourd'hui, s'ils estiment que pour, j'allais dire, anticiper ce genre de situation, on décide de parler d'une même voix pour dire que désormais, la Côte d'Ivoire et le Ghana décident de parler d'une même voix pour fixer le prix et puis bon, avoir la possibilité d'influencer les prix du cacao au marché mondial. C'est ça l'enjeu. Parce que si les producteurs eux-mêmes arrivent à fixer le prix, bon, la conséquence immédiate, c'est que nos planteurs, bien sûr, vont pouvoir également vivre décemment parce que on ne trouvera plus de quoi dire. On ne dira pas que bon, c'est pas nous qui fixons le prix. Maintenant que c'est vous-même qui fixez le prix, et donc la conséquence immédiate, c'est que les planteurs vont vivre décemment de leur production. Voici ça l'initiative. C'est bien cela. Merci. Merci, messieurs, pour vos analyses très qualitatives sur ce sujet. Nous quittons à présent les enjeux économiques pour nous intéresser à un autre défi majeur auquel fait face notre continent, la sécurité. Direction le Niger, où l'aéroport international Diori Hamani de Niamey a encore été attaqué. Une attaque qui rappelle que malgré les changements géopolitiques observés dans le Sahel, la menace terroriste demeure particulièrement préoccupante. On en discute juste après ceci. En moins de 6 mois, l'aéroport international de Niamey a été visé par 2 attaques. La deuxième du genre s'est déroulée le jeudi 18 juin 2026 à l'aube. Plus d'une dizaine d'assaillants ont tenté de forcer l'entrée de l'aéroport de la capitale nigérienne, sans y parvenir selon les sources gouvernementales. Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Djenim, branche sahélienne d'Al-Qaïda, ont revendiqué l'attaque. Bilan, au moins 11 militaires et 2 civils morts. Côté État islamique, 22 djihadistes tués. Depuis le vendredi 19 juin, la situation est sous contrôle et l'aéroport international totalement sécurisé demeure ouvert au trafic aérien. Les activités ont repris dans les capitales nigériennes. Pourquoi l'aéroport international Diori Hamani de Niamey est-il la cible privilégiée des assaillants? Et encore la cible d'attaque, précisément son aéroport. Michel Betta, que révèle cette nouvelle attaque de la situation sécuritaire à Niamey? Vous savez, on est à la deuxième attaque, si j'en crois. C'est cela, une en janvier. Voilà, puis, la deuxième attaque en si peu de temps. Et quand nous connaissons le poids de l'aéroport dans la stratégie de lutte contre le terrorisme au niveau du Sahel, on comprend que les terroristes veulent frapper là où, un point névralgique, voilà, un point névralgique pour ne pas pouvoir les contrer. On voit que les terroristes ont choisi bien leur cible. Ils ont choisi bien leur cible en frappant l'aéroport. Parce qu'ils auraient pu frapper un village, ils auraient pu frapper une localité, mais ils ont frappé l'aéroport. Mais pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à une conclusion, c'est triste, mais les forces nigériennes et même tous les autres pays de l'AES sont un peu impuissants face aux frappes terroristes. Parce que, comme on le dit, le terroriste se déplace à un visage inconnu. Il mène ses actions. C'est presque le citoyen lambda, le terroriste. C'est presque le citoyen lambda et il est difficile de mettre la main sur lui. Bon, pour moi, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où il faut négocier. Moi, je ne cache pas mes mots. Je dis, les visages des chefs terroristes sont connus. On a Amadou Karfa. Qu'est-ce qu'il faut négocier, justement? Mais il faut négocier pour les entendre, pour voir qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Parce que ce n'est pas de frapper une cible et puis retourner à leur base qu'ils veulent. Ils veulent, comme quand on a vu en son temps, ils veulent un peu plus d'autonomie dans leur zone. Un peu plus, on a vu la Casamance. On a vu un moment la Casamance où il y avait des actions terroristes aussi. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, l'action militaire seule n'est plus suffisante pour contrer le terrorisme. Parce qu'on est arrivé à une conclusion que en maintenant l'action militaire, on est là toujours à des frappes, à des morts et à un point fini. Moi, je regarde un peu le terrorisme comme un peu la crise qui a frappé la Côte d'Ivoire. Je dis, lorsqu'on a voulu la paix, on a négocié avec les chefs rebelles.
On a négocié avec leurs entités. On n'est pas resté chez nous pour dire non, ce sont des terroristes, il faut les attaquer, il faut les frapper, il faut développer toutes les stratégies militaires pour aller les bombarder. On l'a fait depuis toujours. Même les forces de l'Union européenne sont venues nous aider. On n'y est pas arrivé. On a eu le Barkhane, on a eu plusieurs éperviers. Tout ça, on n'y est pas arrivé. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que le terrorisme... Moi, je prends l'exemple même de Hezbollah. Aujourd'hui, tout le monde négocie avec les terroristes pour ne pas que ces frappes puissent détruire les pays. Les gens négocient. Donc, il ne faut pas qu'on ait honte de vouloir négocier avec nos terroristes, surtout qu'on les connaît. On connaît leur visage, on connaît leur chef. Donc, moi, je suis pour une autre approche de la lutte contre le terrorisme. Ça, je le dis. Sangaré, quel message, justement, les terroristes cherchent à envoyer aux autorités du Niger? D'abord, première chose, je voulais dire que ça montre que la défaillance du système sécuritaire nigérien, parce que vous l'avez dit, c'est la deuxième fois en l'espace de 6 mois qu'on attaque l'aéroport. Mais il y a 2 choses qu'il faut relever. La première chose, c'est qu'à l'aéroport, il cible un endroit bien précis, comme Michel Betta l'a dit, c'est l'endroit où est stocké du matériel militaire, notamment les drones, tout ça. Les aéronefs. Et puis le commandement militaire. Bon, le commandement militaire, justement, est stocké. Donc c'est à dessein qu'ils attaquent cette zone. Maintenant, la deuxième chose que je voulais faire remarquer, c'est que l'attaque du janvier et celle de juin, les 2 attaques n'ont pas été commises par le même groupe terroriste. C'est ce qui est inquiétant. En janvier, c'était l'État islamique, cette fois-ci, c'est le JNIM. Donc, ça veut dire que la menace devient double, ce qui est très inquiétant pour le Niger. Pour le Niger. Donc, ça veut dire que la pression s'accroît et ça montre vraiment qu'aujourd'hui, le régime qui est là-bas aujourd'hui, vraiment n'est plus en mesure de faire face à cette menace-là. Parce que les statistiques montrent que depuis que Tiani a pris le pouvoir en juillet, le 26 juillet 2023, ça fait 3 ans, le Niger a connu plus d'attaques qu'il en avait connu sur Bazoum. Donc ça veut dire que son régime est en incapacité vraiment de faire face à cette menace-là. Donc, moi je pense que les terroristes sont dans une tactique pour fragiliser le régime nigérien, créer la psychose, parce que la récente attaque a créé vraiment la psychose à Niamey, avec le retour qu'on a avec les détonations d'armes lourdes. Donc, l'image que les terroristes renvoient, c'est que ce régime, vraiment, est dans une position très fragile et en incapacité d'assurer la sécurité du peuple nigérien. Maintenant, ça, c'est un message qui peut être interprété par les populations nigériennes à un moment donné. Pour dire, bon, on est là, on subit plus d'attaques. Est-ce que la stratégie, c'est pas aussi d'amener et de susciter une révolte contre ce régime-là? Ça reste une grande question. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ces attaques qui sont devenues plus récurrentes montrent aujourd'hui que la situation sécuritaire est très préoccupante. Malheureusement, et j'insiste là-dessus, le régime nigérian, je ne sais pas s'ils sont dans une stratégie de démagogie, mais refuse de voir la vérité en face. Même cette dernière attaque, ils accusent encore la France, les pays occidentaux. Je ne sais pas si c'est un moyen de noyer le poisson, de divertir l'opinion. Mais si c'est le cas, peut-être que c'est une stratégie. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que vraiment, ils ont intérêt à ouvrir grand les yeux. Parce que là, ils n'ont plus à faire face à un seul groupe terroriste. Ils ont à faire face à 2 groupes terroristes qui sont très influents dans la zone sahélienne. Et ça veut dire que l'avenir est très, très inquiétant en termes sécuritaires pour ce régime-là. Saint-Claver Oula, est-ce que... en plus du Niger, les États du Sahel, tels que le Mali, le Burkina, pourront apporter réponse à ces attaques des groupes terroristes? Ben oui, il y a une collaboration à ce niveau. Vous avez vu quand le Mali avait été attaqué en plein cœur récemment, le Burkina est intervenu, les autres pays sont intervenus. Donc il y a eu une coopération militaire qui a été mise en place. Certains pays... Ils sont intervenus avant ou après? C'est après, je veux dire, c'est après. Ça dit après, ça dit soit par les airs, et puis, en fait, il y a une coopération, c'est un soutien logistique. Un soutien logistique, ça, c'est un fait notable. Mais en fait, moi, ce que je note, c'est que dans ces pays, il y a eu des putschs parce qu'il a été reproché au président qui était là en exercice leur incapacité à vaincre le terrorisme. Au Burkina, au Mali, au Niger, c'est l'argument qui a été mis en avant et qui a suscité les différents coups d'État qu'il y a eu dans ces pays-là. Mais aujourd'hui, est-ce que plusieurs années après, est-ce que le terrorisme a été vaincu? Quelqu'un a dit tout à l'heure que
il y a des puissances qui sont directement accusées. C'est vrai, les puissances peuvent être accusées, mais qu'est-ce que ces gouvernements de ces pays-là font pour décourager ou bien, mon confrère, il a dit tout à l'heure, pour décourager ces soutiens qui doivent être apportés. Il faut négocier. Parce que combien d'années il y a eu la riposte militaire qui a été apportée? Combien d'années il y a eu des morts auxquelles on a assisté? À un moment donné, il faut s'asseoir. Vous parler de négociation. Oui, il faut parler. Il faut discuter avec. Mais Blaise Compaoré le faisait en son temps. Au temps de Blaise Compaoré, il a pris le risque de discuter avec les terroristes, souvent même des États, même des puissances passaient par lui pour négocier la libération de certains otages au Sahel et tout ça. Donc pourquoi ne pas discuter avec les terroristes et pourquoi ne pas faire en sorte que ces terroristes-là ne soient pas soutenus par des puissances étrangères? Ces puissances-là qu'on accuse tant. Il faut tenter le coup. Après les affrontements militaires auxquels on assiste, des attaques au cœur de ces différents pays, il faut tenter des négociations, il faut tenter le dialogue. Il faut essayer d'absorber le personnel terroriste. Bon. Mais en même temps, il faut faire la part des choses. Il y a des terroristes qui sont terroristes dans l'âme, qui sont là pour frapper, pour attaquer. On ne sait vraiment pas les raisons. On ne sait vraiment pas les raisons pour lesquelles ces terroristes-là, ils sont terroristes. Ce qui motive leurs actions, ils attaquent parce qu'ils veulent. Ils mettent en avant des questions islamiques. Ils mettent en avant, comment dirais-je, des questions d'autonomie. Ça, il y a aujourd'hui des gens. On a vu au Mali les groupes qui ont attaqué, ce n'étaient pas véritablement des groupes, c'était des groupes rebelles qui ont attaqué. Et donc, il faut commencer déjà par négocier avec ces groupes-là qui se mélangent aux terroristes traditionnels que nous connaissons pour essayer de ramener une certaine quiétude dans ces différents États. Éric Bayala, est-ce que vous partagez l'avis de Saint-Claver-Oula qui parle de négociation et puis pourquoi pas d'approche on va dire économique, sociale, politique, quant aux revendications des terroristes? Oui, je pense que la question de la négociation serait peut-être un segment qu'on pourrait explorer, mais ça sera difficile que cette négociation-là soit menée par les différents régimes qui sont là. Pour la simple raison que ces régimes ont pris le pouvoir d'État parce qu'ils voulaient apporter une réponse militaire à la question du terrorisme. Sinon, s'il s'agissait de mener des actions de négociation, ils ont même estimé que le fait que les présidents qui étaient là négociaient, ils ont estimé que ce n'était pas efficace. Et qu'ils avaient besoin de l'appui logistique militaire qu'il fallait pour mettre fin aux terroristes dans leurs différents pays. Bon, le sort a voulu qu'eux-mêmes, ils aient les commandes, sinon tous les leviers de gestion du pouvoir d'État. Ils s'y sont frottés et j'avoue qu'ils s'y sont piqués. La question, c'est de savoir que quand vous voyez un groupe terroriste venir frapper au cœur d'une capitale, l'aéroport, le signal que ça envoie, c'est pour dire qu'ils ont une capacité de nuisance. Le régime du général Tiani, sur la question politique, avait dit qu'ils ont pris le pouvoir depuis 3 ans parce qu'ils veulent régler la question sécuritaire. Voilà que, comme ça, M. Sangaré l'a dit, 3 ans après, le Niger enregistre le nombre d'attaques terroristes de toute son histoire, le nombre le plus important. Et on frappe non pas dans les villes frontalières avec la zone du Sahel, mais au cœur de la capitale. Et pas 2 fois, en janvier et aujourd'hui en juin 2026. Regardez les morts. Côté ennemi, on a 22 qu'on appelle soldats neutralisés avec beaucoup d'arrestations. Voilà, ça c'est la chose. Communication gouvernementale. Maintenant, au niveau qu'on appelle de l'État, il y a 13 personnes, 11 soldats et 2 civils qui sont tués. Mais à côté de cela, il y a une question même de la crédibilité. Parce que les États de l'AES se sont mis ensemble pour dire qu'ils vont créer une force ensemble pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, cette force-là, non seulement ce qu'on regarde, c'est que toutes les fois où cette force-là a pu s'exprimer, ou bien les forces même de ces pays-là s'expriment, ce n'est pas en situation de prévention, ils sont en situation de réaction.
Or, je parle sur le contrôle des éminents professeurs ou ceux qui maîtrisent la question de la sécurité. Une sécurité plus efficace réside dans sa phase de dissuasion. Parce que quand vous dissuadez, vous n'êtes pas attaqué parce qu'on a peur de vous. Pourquoi les gens ont peur des États-Unis, par exemple? Parce qu'on se dit, si tu attaques les États-Unis, eh bien, écoute, c'est un gros morceau. Mais ici, les terroristes attaquent les différentes, on appelle ça, les différentes positions des différents régimes parce qu'ils savent qu'en face, comme on le dit de façon triviale, il n'y a rien. Or, la logique aurait voulu que, étant donné qu'ils ont pris les armes, ils ont créé cette confédération des États du Sahel pour mutualiser les efforts, pour adresser la question de la sécurité, notamment du terrorisme, ils devraient être dans une posture de prévention, de faire en sorte que les différentes populations ne subissent pas tous ces différents assauts. Mais qu'est-ce qu'on constate? On attaque le Mali en plein cœur de Bamako, c'est après que les militaires maliens s'organisent pour apporter la réaction. On attaque Niamey, c'est après qu'ils s'organisent pour apporter la réaction, et ainsi de suite. Or, la logique aurait voulu qu'ils aient dans une disposition de, qu'on appelle ça, de dissuasion, de pouvoir anticiper pour empêcher tout cela. Et puis, bon, la question de la diplomatie que ça envoie, c'est que, oui, je termine dessus rapidement, en janvier, le général Tiani avait pointé du doigt, il avait accusé le Bénin, il avait accusé la Côte d'Ivoire et la France d'être à l'origine. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que quand il y a eu cette attaque, le Bénin a apporté un appui, ainsi que le Nigeria a apporté un appui pour aider la junte qu'on appelle du Niger. Et ça, ils ne le disent pas, mais ils accusent ouvertement la France. Mais ce que cela renvoie, depuis que les forces françaises et américaines se sont retirées du territoire nigérien et qu'ils se sont arrimés à la force russe, mais on constate aujourd'hui que la digue qu'ils sont allés chercher avec les Russes ne constitue pas vraiment un bouclier important de sécurité. Et donc, ça laisse des interrogations sur les différents partenariats stratégiques que le Niger a eu à tisser ça et là avec d'autres pays, hormis que la tutelle ancestrale que nous connaissons et les autres partenaires régionaux. Et donc, il faut bien que la junte fasse vraiment le point. Ils arrivent à comprendre que la question du terrorisme est une question où il faut ne pas accuser à tort, mais prendre la situation à bras le corps en faisant confiance à ses voisins. C'est bien compris. Alors, messieurs, merci beaucoup d'être restés avec nous sur ce plateau pour commenter ces actualités. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Saint-Claver Oula, Michel Betta, Eric Bayala et Yacouba Sangaré pour la qualité de vos analyses, bien sûr. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité au Club de la Presse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette émission sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Très bonne soirée sur nos antennes. Merci.